Et quand on a commencé à virtualiser les systèmes, les entreprises, les, euh, les ingénieurs ne voulaient pas utiliser, c'était trop dur pour eux. Over my dead body, la virtualisation over my dead body. Jamais je ferai ça. Je veux avoir mes serveurs physiques, je veux les toucher, et je veux tout avoir physiquement. Donc, déjà, la virtualisation en termes de base, elle a déjà changé le monde. Alors, le cloud, c'est une autre paire de manches. Donc, le cloud, il a complètement changer la façon de faire les choses, y compris déjà le fait dans la période du Covid, c'est-à-dire que tout le monde il est c'est-à-dire en détresse, et c'est là qu'on a vu un peu la force du cloud, c'est-à-dire que les systèmes ou les serveurs ou les compagnies qui ont leur système sur le cloud, on peut servir leurs clients, on peut continuer à faire leur travail. Au lieu, parce que les employés ne pouvaient plus bouger, les data centers, on a eu des détresses déjà cette semaine. Je voulais bien préparer la présentation, mais on a eu un désastre où 8000 serveurs devraient être migrés en une semaine. Donc là, pour une banque, parce qu'elle ne pouvait plus travailler avec un mode hybride vu les circonstances actuelles. Donc, juste pour vous dire que il y aura aujourd'hui ces clouds, ce que je vais expliquer maintenant, c'est un peu les fondations, mais c'est-à-dire que déjà être dans l'informatique, déjà être dans le cloud, c'est un changement en continu, c'est des résistances en continu, c'est une nouvelle façon de faire les choses en continu. Donc, si vous acquériez knowledge suffisant pour le moment, il risque de changer. La façon de faire les choses va changer. Donc, vous, en tant qu'ingénieur, la première des choses, c'est d'être open mind, give everything try, c'est-à-dire donner la chance aux nouvelles techno. Ne dites jamais over my dead body, ne dites jamais jamais parce que vous ne savez pas comment les choses évoluent. Donc, il faut donner la chance, il faut tester, il faut voir et après prendre les décisions adéquates. Donc, bon, l'introduction était faite. What is Azure? Donc, désolé, les slides seront en anglais, mais on va essayer de... voilà, français, on verra bien. Donc, qu'est-ce qu'Azure? Donc, Azure is an ever-expanding set of cloud services. Donc, ever-expanding, c'est-à-dire qu'il est toujours en mode, on rajoute des services, on change les services. Déjà, même nous, quand on travaille chez Microsoft, donc on est briefé, on fait notre brief en juin, en juillet, des nouvelles technologies, qu'est-ce qui va sortir. Le jour J de l'implémentation peut-être chez un client, il faut toujours revoir, celui-là n'est plus supporté, une nouvelle version est là. Donc il y a un continuous set of services qui sont mis à disposition des utilisateurs, que ce soit les entreprises, les individuels, les individus, etc. Donc, bien sûr, il nous donne le freedom to build, manage, deploy application on massive scale. Donc, le plus important, c'est la scalabilité. C'est-à-dire le cloud vous donne l'option de déployer les services que vous voulez, que ce soit du compute, network, que ce soit des applications, c'est-à-dire après on verra un peu comment ça structure. Donc il me donne l'option déployer, qui est très important, c'est-à-dire at a large scale, okay? dans un temps short. Ce qui se passait aussi avant, c'est-à-dire que quand on voulait déployer des services, vous êtes des étudiants, machallah, très bien, donc les idées sont là, vous voulez tester des choses, vous voulez voir des choses, et demain, machallah, juste après, c'est-à-dire vous allez être diplômé, certains d'entre vous vont partir dans le mode entreprise, certains vont partir dans le mode entrepreneuriat. Donc, dans les deux cas,
un peu la même logique va se quitte là-bas. Ils vont se rencontrer. Donc la même logique est que il faudra que j'ai de l'agilité. Donc les gens qui vont aller dans les entreprises, il faut qu'ils aient dans des systèmes agiles, rapides, qui puissent répondre aux besoins de l'entreprise que vous allez joindre. La même chose pour les gens qui auront des idées, qui vont aller dans le monde entrepreneurial. Donc, il leur faut une plateforme qui pourra immédiatement remplir à ces besoins, qui pourra grandir par rapport aux besoins de ce que vous voulez mettre en place. Par exemple, les exemples de base, une application, vous voulez mettre une application type taxi ou un truc du genre, ou pizza delivery, allez, je la fais tout de suite, je la mets en place. OK, si ça prend, il me faut une plateforme rapidement, je peux mettre en place. Rapidement, je peux faire grandir. Mais après, rapidement, je peux rajouter des services à valeur ajoutée du genre IoT, du genre analytics, etc., etc., sans avoir à mettre en place toute l'infrastructure qui est derrière un service pareil. Donc, en termes type de cloud, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fini le titre, mais je ne sais pas ce que j'allais dire. Les types des clouds et... Ah oui, ce que je voulais dire, sorry. C'est leur... attends, je change ça. Hop. Alors, type of clouds. Donc, les types de cloud qu'on a. Donc, il y a toujours des clouds qui peuvent être on-prem, c'est-à-dire chez vous. Et vous allez... qu'est-ce que vous managez et qu'est-ce que Microsoft manage. Donc, si vous avez un cloud qui s'appelait à un certain moment private cloud ou hybride ou un truc du genre, donc vous allez utiliser, vous serez responsable de gérer le réseau, le stockage, le serveur, la virtualisation, operating system, tout ce qui est middleware, le runtime, data et application. Donc, si vous hostez votre propre cloud, et il y en a pas mal de compagnies qui le font, par exemple, surtout pour des raisons de législation, certains pays ne veulent pas avoir accès ou utiliser des clouds publics comme type Microsoft, Google ou Amazon, mais ils préfèrent avoir un cloud national ou un cloud interministériel, un truc du genre, où les données très sensibles restent en local. Bon, c'est-à-dire c'est un modèle qui tient la route encore, mais again, c'est-à-dire il y a on va en parler plus tard. C'est-à-dire il y a des, il y a des boîtes qui sont en train de migrer du modèle on-prem vers le cloud. Donc, ce que vous allez rencontrer dans les types de cloud, c'est les trois main types. C'est infrastructure as a service, c'est-à-dire tout ce qui est généralement du compute. Okay. Vous allez trouver du platform as a service, okay, où le cloud provider vous donne la plateforme, okay, et après c'est à vous de gérer les données et les applications. Ou sinon du software as a service, généralement c'est end-to-end, il suffit juste de créer l'utilisateur et vous êtes logged in. Okay. Donc l'infrastructure, network, storage, serveur, virtualisation, géré par Microsoft, et vous gérez à partir de operating system. Donc, à partir de l'OS, middleware, tout ça, vous le gérez. Donc, si vous avez des contraintes, par exemple, que la plateforme ne donne pas, et ou vous voulez un peu avoir plus de liberté sur le run, par exemple, vous allez sur une plateforme infrastructure as a service. Si vous êtes OK, moi je ne vais pas m'embêter avec operating system, les patchs, etc. Je veux juste avoir accès à mon appli. Okay? Donc là, rapidement, je prends l'appli, je la déploie dans des services de type plateforme. Okay? Et software as a service, c'est quand vous prenez un truc complètement géré par le cloud provider. OK? Donc,
Voilà, donc c'est les types de... Est-ce qu'on fait... la présentation, elle est structurée en phase. Ok. Pour les questions, est-ce qu'on prend les questions à la fin ou on les prend par phase? Alors, nous, modérateur. تبقى لي au fur et à mesure, ça serait mieux. Au fur et à mesure, ça serait bien. Donc, est-ce que à ce niveau-là, est-ce qu'il y a des questions? Allô? Je pense, ma cache. Voilà, très bien. Donc, euh, voilà. Donc, كاين حاجة واحدة أخرى. Ok. C'est une fois qu'on connaît c'est bon, on a un peu d'histoire sur le cloud, donc on connaît un peu ce qu'il y a à faire. Il est très important pour avoir une bonne cloud stratégie. Ok. Que ça soit, je reprends, c'est-à-dire que ça soit un développeur qui a une application qui veut la mettre en place, ou que ça soit vous allez travailler chez une boîte et la boîte elle a sa vision, etc. Donc généralement, il faut avoir une vision très très claire des produits, des systèmes que je vais aller mettre sur le cloud, comment je vais aller mettre. Il faut connaître vraiment les services, c'est-à-dire c'est un knowledge, il faut beaucoup de connaissances parce qu'il se pourrait que vous allez passer à côté d'une opportunité parce que le knowledge n'y est pas. Donc, il est très important d'avoir d'abord une claire visibilité, une vision claire, le knowledge qui va avec, et aussi avoir the right drivers. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me pousse pour aller dans le cloud et on verra ça. Alors, quand on a ces deux inputs et on a une bonne stratégie, il n'y a qu'une seule direction, c'est avoir de la réussite à la fin parce qu'on pourra mieux gérer notre cloud et on fera un maximum pour l'entreprise, c'est-à-dire achieve full potential. Okay. Donc, un point très important, un point très important par rapport au driver qui nous emmène vers le cloud. Donc, généralement, euh, vous serez des ingénieurs et vous serez amenés à prendre ces décisions tous les jours. Donc, dans le sens où à chaque, ces drivers-là sont des triggers pour prendre en considération should I go cloud ou non. Par exemple, vous êtes sur un data center avec expiry contract. Donc, vous avez des systèmes qui sont hostés chez quelqu'un ou dans un data center. Et après, vous allez vous dire, ah, mon contrat, il expire. Vous avez peut-être votre serveur web que vous payez par mois ou par an. Mon contrat va expirer. Euh, Est-ce que je dois considérer de le mettre directement sur Azure? Parce que là, je gère le serveur, je gère les accès, c'est un peu de l'infrastructure, toute l'infrastructure. Pourquoi je n'aimerais pas mon serveur web ou truc, mon application directement sur le cloud? En utilisant par exemple les app services ou des conteneurs ou un truc du genre, c'est-à-dire réfléchir à une solution cloud. Donc ça s'applique, again, c'est-à-dire aux développeurs qui utilisent un service de hosting ou une compagnie qui a un data center avec des contrats d'expiry, etc. Généralement, quand deux compagnies font une merger, okay, ou que ça soit une merger acquisition, c'est-à-dire c'est une boîte qui achète une autre boîte. Ce genre d'exercice, il est difficile de gérer quand deux boîtes sont on-prem parce il y a trop d'interdépendance locale, etc. Donc, aller au cloud, ça donne beaucoup plus de flexibilité pour gérer ce genre de trucs. Un une des problématiques la plus basique, c'est déjà la gestion des identités. Donc, quand deux boîtes mergent, on a une boîte avec une identité X, l'autre avec une identité Y. Quand on veut les consolider, c'est un foutoir. Donc, pourquoi idéalement pas
consolider tout sur un directory dans le cloud, etc. Donc, un autre driver pour le cloud, pour les considérés du cloud, c'est urgent capacity needs, c'est-à-dire un besoin urgent de capacité. C'est-à-dire vous roulez votre application ou votre data center et vous avez besoin en urgence de capacité. Il n'y a que le cloud pour vous donner cette option. Donc, immédiatement, on se met sur un cloud et on utilise autant de capacité qu'on veut. Dès qu'on n'a plus besoin, on shut down et ça va, c'est-à-dire on récupère notre billing cycle. On voit ça quand il y a un software ou hardware refresh, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un hardware, j'ai acheté des serveurs où il y a des softwares que c'est bon, c'est-à-dire ça fait des années qu'on les roule, et il faut que je paye ou il faut que je fasse un refresh, que ce soit une update technologique, c'est-à-dire passer vers un nouveau, par exemple, version 7, 6, vers 8, un truc du genre, changement de version ou changement complètement d'architecture. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, should I consider une version qui est déjà dans le cloud? Est-ce que je peux la considérer en PaaS? Est-ce que je peux la considérer directement en SaaS? Rapidement, je ne gère plus rien et je laisse Microsoft ou Azure faire le travail pour moi. Quand vous êtes quand vous avez eu des problèmes de sécurité, donc il y a par exemple le plus que vous gérez, c'est-à-dire des piliers, le plus vous agrandissez votre surface d'attaque qu'il faudra sécuriser. Okay? Donc, si vous partez sur de l'infrastructure as a service, Microsoft sécurise jusqu'à un certain point, mais c'est à vous de faire l'extra travail, de make sure déjà l'OS il est déjà up-to-date. Je sécurise tout ce qui est OS lui-même, les services dont on n'a pas besoin. Sécuriser le réseau autour de ce serveur, sécuriser l'appli, etc., etc. Donc, tout l'aspect sécurité, plus vous allez dans la chaîne, le mieux, non pas le mieux, c'est-à-dire que le less you will manage. Peu de choses, vous allez gérer peu de choses dans la sécurité. Donc, il y a ça. Donc, ça, l'aspect security and threats. Il y a l'aspect compliance. L'aspect compliance, ça, c'est très important. Vous serez appelé, tôt ou tard, à travailler avec des systèmes qui sont régis par des lois, qui ont une législation très spécifique. Et trois sont les plus communs. Vous avez tout ce qui est banking. Donc, tout ce qui est banking, c'est-à-dire toutes les banques, ils ont des standards très importants à mettre en place, par exemple PADSS, PCI-DSS pour les paiements en carte, etc. Donc, il est vraiment très, très, très régi par des policies très, très dures à mettre en place. Donc, par exemple, vous voulez développer une application qui adresse le paiement électronique, par exemple, un truc qui est mieux en Algérie, etc. Une petite idée passe par la tête. Et il faudra dire, voilà, j'ai créé ma propre payment gateway pour l'Algérie. OK, pas de problème. L'idée, elle est là. La technologie, elle est là, c'est-à-dire smart people, vous allez pouvoir le faire. Mais après, OK, c'est bon, j'ai compris comment je vais faire toutes les transactions, connecter aux banques, super. Mais est-ce que cette application pourra être utilisée? Ben non, parce que elle va pas être, non, pas vraiment pas non, mais il faut qu'elle soit PCI DSS compliant. OK, donc il faut faire tout un travail que 90%, c'est-à-dire que si je prends des services cloud avec la compliance PCI DSS par exemple, elle sera directement utilisée et vous n'aurez pas à, c'est-à-dire faire tout un travail sur l'infrastructure, sur la plateforme pour être PCI DSS. Donc, c'est un travail de fou. La même chose pour la santé. La santé, ils ont tout un truc pour la gestion de la santé. Et l'autre, et le dernier, c'est GDPR. GDPR.
gestion des données des utilisateurs, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois garder, qu'est-ce que je dois General Data Protection Regulation. Mais ça, c'est généralement en Europe. Donc, ça, il est fait par, il doit être pris en charge sur toutes les étapes de votre système. Donc, term compliance, application innovation, vous avez une idée, le cloud vous donne cette option. Hardware or software, end of support, la même chose, c'est-à-dire si j'ai software ou hardware qui sont end of support, qu'est-ce que je dois faire? Je pourrais toujours considérer le cloud. Cool. Bon, avant d'arriver à ça, est-ce que par rapport au driver, est-ce que c'est clair, c'est bon? Ok. Good, good, good. Très bien. Donc, je crois que c'est là qu'on va rentrer. Super, très très bien. Donc, c'est là qu'on va rentrer un peu dans le but du sujet, c'est-à-dire le but de la présentation qui est Azure Cloud Foundation. Ok. Et pourquoi j'ai choisi ce chapitre? Parce qu'il est très important, c'est-à-dire que si vous avez une idée, une application que vous voulez mettre en place, whatever, il est très important qu'avant de passer dans le cloud, que certaines bases soient prises en charge. Et il faudra bien les prendre en charge avant de s'hasarder dans cette... Parce que les erreurs peuvent être coûteuses, très, très, très coûteuses, et que ça soit en termes financiers, en termes sécurité, en termes gestion, etc. Donc, il n'y a pas OK, je sais que c'est très, très, très facile de mettre une application, de créer par exemple une application PHP ou Python rapidement et la mettre en place sur Azure, sur n'importe quel cloud. OK? Oui, on aime bien cette flexibilité, mais il ne faut pas oublier le reste qui est vraiment le cœur à mettre en place avant de se jeter à l'eau. OK? Donc, c'est un peu les areas que je vais couvrir durant la présentation d'aujourd'hui. Et je vais essayer de faire idéalement, vous voulez mettre en place un lab avec l'organisme pour avoir vos comptes, etc. So, vous pouvez suivre ou faire les labs. Mais Inch'Allah, une prochaine fois, donc cette fois-ci, ça va être un peu théorique avec des petits partages. Mais Inch'Allah, une fois, on fera un lab end-to-end sur tout le life cycle d'une appli ou d'un système. Donc, ce qu'il y a à prendre en considération, très très important, c'est les 8, 9 pillars, mais en réalité, c'est les 5 grands piliers. Le pilier principal, c'est-à-dire avoir une cloud strategy, patterns and principles, ça c'est très très important. Très important parce que Microsoft ou n'importe quel cloud provider, okay, et je vais vous partager les liens, ils ont des références architecture, okay, qui est très important de suivre parce que ils adressent, c'est-à-dire la façon comment on doit faire les choses, quelle approche je dois faire, quelle est la supportabilité des choses, quelles sont les versions qui sont supportées ou pas, est-ce que déjà c'est viable pour moi ou non. Et ça, c'est important, par exemple, d'aller voir, c'est pour ça que la cloud stratégie, elle est très, très importante. Par exemple, vous voulez développer une solution X, OK? Une solution, je ne sais pas, une appli type, let's say, un exemple, late to gate à l'aéroport. C'est-à-dire, si quelqu'un rentre à l'aéroport et gate, elle ouvre dans une demi-heure, j'ai envie de voir si cette personne, elle ne va pas se perdre dans l'aéroport ou arriver en retard à l'aéroport, à sa gate de départ. De départ. OK? Donc, je vais me dire, ah oui, nice idea, je risque de faire beaucoup d'argent avec un truc du genre. Vous allez présenter ça à l'aéroport d'Alger, on met des petits capteurs par-ci, par-là,
l'utilisateur, il utilise un truc NFC ou sur le billet, la carte d'accès, on met un petit truc. Donc, je peux déjà traquer le mouvement de mes utilisateurs, des voyageurs. Et après, si quelqu'un se perd ou surtout à des périodes de Hajj, Umrah, je sais pas moi, des trucs, les gens, ils risquent d'être en retard. Je pourrais déjà envoyer quelqu'un, le traquer, lui dire, OK, bon, il faut que tu arrives de ce côté, tu n'es pas dans le bon côté du terminal, etc. Donc, c'est des petites idées comme ça qui vont vous allez vous dire, ah oui, ça c'est sympa, je vais continuer, je vais le faire. Il est très important déjà au départ, c'est-à-dire quand j'ai l'idée, que j'ai un peu me dire, OK, d'abord, est-ce que je vais la mettre sur le cloud? Yes, on va se dire oui. Donc, comment je vais la mettre? Qu'est-ce qui se fait? Quelles sont les versions? Par exemple, avec quoi je vais développer? Est-ce qu'il y a des trucs qui existent déjà que je peux utiliser en tant que add-on, software as service, etc. Donc, il est très important d'avoir ça. Et ça, nous, on les publie dans des, d'abord doc.microsoft.com. Donc, il y a tout, doc.microsoft.com. Et il y a, pour les architectures et les cloud principal, il y a ce qu'on appelle le CAF, le CAF, Azure Cloud Adoption Framework. Donc, il y a toute la North Star, c'est-à-dire tous les détails. Donc, ça, c'est important. Donc, une fois que cet aspect il est défini, il y a l'aspect Cloud Governance and Management. Donc, Cloud Governance and Management, trois choses importantes à prendre en charge. Est-ce que je suis régi par des policies, par des politiques de sécurité, politiques de gestion? Est-ce que je gère bien ma souscription, c'est-à-dire le billing and subscription management, c'est-à-dire billing? euh, Microsoft, c'est comme un Microsoft ou le cloud, c'est comme c'est un marché. Vous rentrez, vous faites votre shopping, mais à la fin, il faut payer. C'est-à-dire vous ne pouvez pas sortir. Et c'est très, très dur de lui dire, OK, j'ai utilisé ces trucs. En fait, je les aime plus. Je vais les rendre aux étalages. Non, non, non. Une fois que c'est utilisé, c'est-à-dire à la fin, il faudra payer le bill. Et certaines erreurs ou certains trucs peuvent tourner sur des factures très, 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 très élevées qui peuvent avoir des conséquences légales à un certain moment, c'est-à-dire que ça soit légal entre la compagnie ou l'utilisateur et Microsoft. Parce qu'utiliser, par exemple, une petite erreur de setting, euh, bon, généralement, si vous partez avec du pay as you go, c'est-à-dire c'est-à-dire il y aura des, ils vont charger la carte que vous allez mettre. OK? Mais après, si overspend, c'est-à-dire il faut toujours apprendre à gérer avec les quotas, etc. Comme ça, on ne dépasse pas le spending limits. Vous allez vous retrouver avec des surprises à la fin du mois. Donc, et ça s'applique, c'est-à-dire d'une carte de crédit ou un truc, une souscription à 100 $ qu'aux gens qui spendent 30 millions de dollars par mois sur Azure. Donc, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a toujours une optimisation et un truc. N'oubliez pas que c'est vrai que c'est du cloud, c'est facile. Il y a trop de services gratuits, mais à la fin, c'est payant. Et parfois, les factures, elles font tourner la tête. Donc, très important de gérer le financier. Donc, il y a aussi la partie souscription, c'est-à-dire la partie, une souscription, c'est exactement, c'est un outil ou c'est la souscription, c'est un truc qui est lié déjà aux ressources et à leur billing, c'est-à-dire comment ils vont être payés et comment ils vont être gérés. Donc, c'est-à-dire que la souscription, c'est le numéro un à mettre en place quand vous allez utiliser le cloud. Numéro 3, par rapport à la cloud gouvernance, c'est un peu le data. C'est-à-dire comment je gère mes infos. C'est-à-dire la data, elle est où? Où est-ce que je mets les tests data? Est-ce que j'ai de la data importante ou pas? Est-ce que j'ai des trucs des informations clients, etc., etc. Donc ça, c'est très important d'avoir Cloud Governance and Management, c'est-à-dire une bonne stratégie de la gouvernance, souscription et data. Une fois que ça, il est sorted out, donc rapidement, avant d'avancer sur ce modèle, je vais faire un petit partage rapide.
Le slide, il va arriver bientôt. J'ai un slide qui va arriver bientôt, qui explique un peu l'architecture de Azure. Est-ce que vous voyez le portail maintenant? Alors, non? نعم نشوفه. Ok, très bien, très bien. Très bien. Donc, portail, il est là. Donc, le portail de Azure va vous permettre de gérer les ressources que vous avez sur Azure. Ok? Les ressources, déjà, si je prends les services, tous les services, alors, all, alors il y a le Microsoft, les services Azure sont groupés dans le portail par genre. Ok? Donc, j'ai le général, le ressource tagging, free services, ça, c'est des dashboards, des trucs. Euh, à l'effet global, général. Comme on a dit, et les souscriptions, par exemple, qui sont là, c'est-à-dire la gestion, c'est-à-dire ça, c'est global au niveau de. Après, on a ce qui est compute, tout ce qui est en relation avec du compute, c'est-à-dire infrastructure as a service, gestion des VM, VM scale set, les app services, batch accounts, mesh application, Kubernetes, c'est les conteneurs, les disques, etc. Donc, tout ce qui est en rapport avec les compute, il est là. Par exemple, SAP HANA en Azure, Citrix Virtual Desktop, tout ça, c'est surtout SAP, lui, c'est un grand consommateur chez Microsoft. Donc, après, il y a la partie networking, donc tout ce qui est en rapport avec networking, de la virtual network jusqu'à traffic manager qui permet le load balance entre deux régions, etc. Donc, ça, c'est tout ce qui est networking. On a tout ce qui est stockage qui passe d'un simple stockage account jusqu'à un data lake qui permet, est-ce que je vois un data lake ici? Voilà, un data lake qui permet d'avoir, de collecter des datas de partout dans le monde et de n'importe quel device dans une façon non structurée et nous permettre de faire du big data. HPC, High Power Compute avec, pour le cache. Après, on a tout ce qui est web, tout ce qui est mobile. La même chose, tout ce qui est conteneur, base de données, analytics, blockchain, AI et Internet of Things. Après, mix réalité, ça ne s'arrête pas. Donc, il y a tout ça et ça ne s'arrête pas, sérieusement. Ça. Pire encore, il y a l'identité, sécurité, DevOps, migration, monitor, tout ce qui va avec. OK? Donc, on a une très, très grande panoplie de services, c'est-à-dire qu'idéalement, il faudra explorer, il faudra voir pour pouvoir mettre en place vos systèmes. Intune pour la gestion des mobile devices. Ce que je voulais vous montrer, c'est un peu l'accès au portail. Donc, toujours, on se met portail.microsoft.com. OK, il nous permet, l'accès au portail se fait du portail. Bon, je vais utiliser le compte Microsoft. Donc, comme c'est un compte Microsoft, il est provided by la compagnie, donc je ne peux pas gérer tout ce que je veux, mais ça va. Donc, dans All Services, je vous invite à prendre un petit moment et aller voir les All Services et faire les petits free training from Microsoft. Les petits trainings, c'est-à-dire là, par exemple, Azure Architecture, Managed Services, etc. Cloud Principle, ça c'est du CAF, je crois. Ça, il va nous emmener directement sur du CAF. Et vous allez voir l'option n'importe quelle ressource. Si je veux créer n'importe, je reviens à ça, je veux créer n'importe quelle ressource sur Azure. Let it be web app. Okay? Une application web, c'est-à-dire je veux créer une application web. Non, ça c'est la doc. Okay? Quand je crée une web app, la première information que Microsoft ou Azure va me demander, c'est la souscription. Donc la souscription, c'est-à-dire dans quelle souscription je vais mettre cette ressource. Okay, donc vous demandez une ressource dans la All Services, donc il y a All Resources. La première information qu'il faudra produire, c'est elle est où, dans quelle souscription je dois mettre cette ressource. Et après, il y a les ressources groupes, et une fois après, on passe au nom de la ressource, etc., etc. Il y a les régions,
Donc, la création et la gestion des souscriptions, c'est un monde et c'est un truc très, très important à mettre en place. De base, pour vous, un hint rapide, il faut toujours euh, avoir deux souscriptions, c'est-à-dire une souscription dev et une souscription production minimum, c'est-à-dire avoir ce genre de... et une avec plus de limitations et la gestion euh, des airbags, role-based access control. OK. Donc, je reviens rapidement à la présentation, on aura le temps de revoir ça. Donc, si je reviens un peu à la souscription et l'accès au portail, la, la deuxième, le deuxième pilier, c'est-à-dire le deuxième pilier, c'est le pilier de la sécurité. Donc, une fois que vous êtes clair, quelles données vous allez utiliser, souscription, gouvernance, on passe à l'identité. En termes d'identité, il faut bien savoir quels sont les utilisateurs avec lesquels je vais travailler, à qui je vais donner accès, comment je vais accéder, est-ce qu'ils ont des privileged access, c'est-à-dire est-ce que vous allez commencer à faire des projets. Bon, je vais pas trop m'attarder là parce qu'il y aura des présentations plus tard et on pourra les voir en live. Je vois que le temps il passe trop vite. Donc, l'identité, bon, juste pour avoir une idée, cette fondation, là, c'est 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8. En général, c'est-à-dire l'offering Microsoft, c'est-à-dire quand nous, on part chez les clients et mettre en place les fondations, c'est-à-dire on reste 8 semaines minimum. 8 semaines chez les clients pour mettre en place les fondations. C'est-à-dire que ne vous inquiétez pas que ça prenne, mais on prend plus de temps à expliquer, à comprendre déjà les besoins du client pour pouvoir mettre en place une stratégie pour les souscriptions, une stratégie airbag, comment je vais les connecter, etc., etc. Donc, rapidement, donc, il y a tout l'aspect sécurité. Et dans l'aspect sécurité, l'identité, elle est clé. C'est-à-dire qu'on top of le normal sécurité, etc. Mais si j'ai un truc à vous dire de vous pencher dessus, c'est l'identité. C'est le nouveau périmètre. Après, on passe vers le networking. Donc, le networking dans le sens où est-ce que j'ai de la connectivité entre le on-prem et le cloud, la connectivité entre les services cloud et obviously le network security, c'est-à-dire la sécurité des réseaux. OK. L'octroi, le cinquième level, c'est-à-dire en top, c'est le management et l'automation. Ça, c'est très important. Quel que soit le système que vous allez mettre en place, il faut toujours avoir du monitoring en place. Toujours. Il faut que je puisse monitorer les ressources, monitorer l'application. Et ça, bien sûr, Azure le provide. Et même si ce n'est pas Azure directement, nativement, il y a pas mal d'outils qui sont au mode SaaS dans le marketplace qui peuvent faire ça. OK. Donc, par exemple, monitoring, les métriques, bon, on utilise Azure Monitor, donc il y a les métriques, Log Analytics and Flow Logs. DevOps and Automation, DevOps et Automation, ça c'est très, très, très important. C'est-à-dire que c'est un truc qu'il faudra vraiment, vraiment, vraiment vous baser dessus. C'est-à-dire on ne déploie plus, c'est-à-dire que je vous ai montré le portail, c'est bien, mais si vous voulez vous professionnaliser dans Azure, il faut bien voir cette area DevOps et Automation on top of surtout si vous venez du monde du code, ça va être très facile pour vous. Il y a aussi le backup and recovery. Donc, backup and recovery pour tout ce qui est gestion des DR, gestion des backups, etc. Donc voilà, est-ce qu'on a des questions jusqu'à présent? Allô, allô? Pour l'instant, apparemment, ma cache. Très bien. Bon,
Bon, comme je vous expliquais, donc la base des souscriptions, c'est-à-dire que la hiérarchie des souscriptions, et que j'ai des ressources, donc une ressource que je veux créer, donc il y a toujours la ressource que je veux créer. Donc la ressource est toujours mise dans un ressource groupe, et le ressource groupe fait partie d'une souscription. Donc, si je vais sur mon portail et je veux créer une ressource, cette ressource, c'est-à-dire on a pris l'exemple de la même chose si je dois prendre un serveur. Toujours en mode truc. Si je prends un serveur, c'est-à-dire deux choses, il me demande le nom du serveur ou le nom de la ressource, on va mettre ESI test. Okay. Dans ESI test, il va me demander dans quelle ressource groupe je vais le mettre. Okay. Et ce ressource groupe, il est dans quelle souscription. Donc, il y a cette hiérarchie à mettre en place déjà ou à réfléchir avant de... C'est-à-dire, il faut savoir où est-ce que je vais mettre mes ressources. Donc, tout ça doit être fait. Une fois que, bien sûr, la souscription, elle est gérée par des comptes, les comptes peuvent appartenir à des départements et tout ça finit dans le truc d'entreprise. Donc, si je vous fais un petit schéma que généralement on fait ou on fait avec les clients, donc on crée avec la notion de management group. Donc, les petites clés là, c'est mes souscriptions, underneath mes ressources groupe. Donc, je me dis, voilà, je fais des ressources groupes par application. Application 1 aura la ressource groupe app 1, etc. Et suivant la criticalité de l'application, je les mets dans une souscription. Par exemple, ma souscription, elle est faite avec le concept où j'ai des souscriptions pour la production non production, des souscriptions pour les devs suivant les non-production, donc production et non-production, et suivant une géographie. Par exemple, j'ai des clients en Europe ou en Afrique, donc je me dis, voilà, je mets tout ça en géographie, et de chaque géographie, j'ai les systèmes qui sont production ou non-prod, et derrière les prods, j'ai classifié par mission critical, etc., etc. Donc, cette étude, il faudra connaître votre client, il faudra ou connaître votre application, votre architecture. Il faudra la mettre en place avant d'aller c'est-à-dire aller créer des ressources parce qu'après, il faudra commencer à mouver. Et très important, il y a la notion de région. Il faut savoir dans quelle région vous êtes en train de déployer vos services ou vos ressources groupes, ou quel que soit les services. Essentiellement, c'est-à-dire il faut voir par rapport au coût, par rapport au coût des services. Est-ce qu'il y a de la réglementation qui est gérée liée au pays ou au continent ou à la région où vous êtes. Par exemple, aux États-Unis, les lois, même si la même application ou le même service, qui soit hosté aux États-Unis ou en Europe, par exemple, il ne subit pas les mêmes lois. Par exemple, aux États-Unis, suivant certains trucs, ils peuvent avoir accès à certaines informations s'il y a un trafic, s'il y a un soupçon de threat pour l'État. Donc ça, c'est vraiment extrême. Mais bon, si votre website, c'est une threat pour l'État américain, donc là, je crois qu'il va être down rapidement. Anyways, donc l'aspect géographique, il a un truc important. La deuxième chose très importante, c'est-à-dire à la gestion comment dirais-je, je reviens sur la gestion de la souscription. Dans la souscription, ce qui est important aussi à revoir, bon, il y a bien sûr la structure. Numéro 2, c'est le coût. C'est le coût, donc cost analysis, c'est-à-dire c'est bien de pouvoir voir combien je suis en train de consommer. Bon, moi j'ai quelques malheureux dollars.
Mais il y a des compagnies où ce chiffre il est exponentiel, il est très très high. Donc là, ce qui me donne Azure est la gestion de la souscription, c'est-à-dire l'idée et la possibilité de voir combien j'ai consommé sur le mois. Et suivant cette consommation, c'est quoi mon forecast jusqu'à la fin du mois ou la fin du cycle de billing. Donc, il est très important de keep an eye sur ça. Après, je peux voir, c'est-à-dire là où je suis en train de, quels sont les services qui sont en train de consommer le plus, sur quelle région je suis en train de consommer le plus, et quel est le ressource groupe qui est en train de consommer le plus. Ça, c'est juste des dashboards, mais le plus important, c'est ces chiffres-là et un peu la trajectoire, comment on avance. OK. Donc, un concept, ça, je l'avais pris hier. Hier, déjà, j'étais un beaucoup moins. Voilà. Donc, en termes... ah oui, j'arrête là pour les souscriptions. Est-ce qu'on est bon avec les souscriptions? Allô? Oui. Donc, je passe à un niveau supérieur, c'est l'identité. Okay. Il est très important aussi de savoir qu'à chaque fois que je donne ou que je mets en place euh, une ressource dans Azure, okay, que ça soit appliqué n'importe quoi, et il y a un owner creator, donc il y a toujours quelqu'un qui a créé cette ressource. Okay. Donc lui, il peut, à la limite, peut tout faire dessus. Okay. Il est très important de savoir qui a accès, ok, et quelles sont les personnes qui ont accès à cette ressource, et en tant que quoi. Ok, donc il y a toujours owner, contributor, reader, user access administrator, etc. Donc bon, comme moi j'hérite ça de Microsoft, donc il y a des rôles de fou, mais en général, c'est un peu moins que ça. Mais bon, il faudra juste voir à qui vous allez donner les droits. Okay. Donc, euh, excusez-moi, est-ce qu'on peut prendre une pause 5 minutes? J'ai un truc important à gérer. Bilal, وي معليش من شبه أرضي. voilà, 5 minutes. لازم نرد هذا اللاكال. اسمحوا لي. Allô? Oui, oui. Ouais. Désolé. Donc, معليش ما كاش مشكل. désolé. Donc, ouais, donc un état des plus importants, c'est quand on parlait de l'identité. Pour l'identité, c'est-à-dire qu'elle permet déjà de faire beaucoup de choses, c'est-à-dire l'authentification, l'autorisation, etc., à large scale, c'est-à-dire bien plus que juste pour les ressources. Mais, c'est-à-dire à votre niveau déjà, il faut déjà savoir gérer les identités des personnes qui travaillent avec vous, si vous êtes sur un projet, où est-ce que je vais les mettre, etc. etc. Donc, euh, et bien sûr, il y a bien plus que ça. Donc, l'identité, donc il y a des identités qui permettent d'accéder à des services cloud, donc l'identité especially. Je vais résumer rapidement, donc je parle un peu de
Azure Active Directory, c'est-à-dire que c'est là où Microsoft gère les identités. Donc, par exemple, quand vous créez un compte ou vous créez un directory, vous allez mettre votre... une seconde, excusez-moi. OK. Donc l'identité, désolé. Donc l'identité, il y aura l'identité cloud, c'est-à-dire qui va nous permettre d'accéder au service cloud. Et Microsoft Active Directory me donne cette option, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai créé, quand vous créez votre ressource, il y a ou votre souscription, il y a un truc aussi que vous devez créer, c'est votre directory qui est là. Euh, votre directory, ok. Donc, dans mon cas, je pense pas que je puisse gérer trop de choses ici parce qu'il est déjà, ouais, ça va, je peux. Ok. Donc, dans mon directory, j'ai les utilisateurs. Comme bon, ça c'est pas vraiment moi qui le gère, c'est Microsoft. Mais il y a tous les utilisateurs Microsoft qui sont là, que je peux utiliser, c'est-à-dire avec lesquels je peux collaborer. Par exemple, si je dois créer une application, un projet sur lequel on travaille, bon, généralement, on ne met pas que sur la ressource, mais il faut mettre sur la ressource, on met un peu sur les ressources groupe, parce que les ressources vont être mises dans un ressource groupe. Je revois ça rapidement ici. Donc, les ressources groupes, c'est-à-dire je groupe mes ressources suivant les ressources groupes. Donc là, j'ai par exemple un petit projet avec une base de données, disque, VM, web apps, endpoints, etc. Donc ça, c'est un projet. Toutes les ressources sont groupées dans un ressource groupe, okay, dans un groupe qui s'appelle Adia Test RG, qui est lui à North Europe. Okay. Donc, sur ce groupe-là, c'est là où je dois donner mes rôles, c'est-à-dire à qui je vais, c'est qui pourra avoir le rôle contributeur, le rôle log analytics, le rôle owner, etc., etc., les readers. Minimum, c'est-à-dire il y a un minimum ce travail. Donc, ces utilisateurs, ça, c'est des ressources Active Directory, que ce soit des utilisateurs Active Directory ou des services principaux. Donc, Azure Active Directory aussi me permet de faire de l'authentification avec d'autres applications tierces, applications. Attends, je revois rapidement la présentation. Donc, avec plein de services cloud, par exemple Box, Dropbox, Now, ServiceNow, etc., Salesforce, en utilisant l'identité Microsoft. Alors, je peux l'utiliser on-prem, il y a des solutions de synchronisation pour l'utilisation on-premise. Je peux les mettre sur des devices, par exemple les IoT devices, les trackers, Xbox, etc., pour pouvoir m'authentifier ou pour donner l'option à ces devices de s'authentifier. Bien sûr, c'est-à-dire que mes utilisateurs à moi, c'est-à-dire les utilisateurs physiques, les groupes, etc., euh, peuvent avoir leur identité. Et aussi avec des customers ou des partners, ça c'est très important, c'est-à-dire de pouvoir donner aux clients l'option de se connecter ou d'utiliser mes services ou d'authentifier sur ma plateforme. En général, bon, il y a pas mal de solutions et les développeurs vous saurez, vous les avez sûrement touchés, mais il y a des solutions qu'on appelle enterprise grade, c'est-à-dire qu'au niveau entreprise, il est plus facile parce que on gère tout ce qui est, comme on discutait au départ, c'est-à-dire l'aspect SaaS. Microsoft va gérer tout ce qui est plateforme derrière. Donc, si vous avez vos utilisateurs, et l'aspect, si vous décidez d'utiliser des utilisateurs, ils vont être mis sur Active Directory. Ou, voilà. Donc, Microsoft s'occupe de la sécurité de cet annuaire
et aussi des services qu'elle pourra mettre en place en un temps plein. Et je vais vous dire quelques exemples. Okay. Donc, voilà, il y a ça. Donc, une fois que vous utilisez l'Active Directory qui est l'annuaire Microsoft, où les utilisateurs peuvent être créés, les groupes, etc., vous pouvez accéder à peu près 2600 Pre-Integrated Popular SaaS Applications. Donc, des applications SaaS partout dans le monde, pas vraiment, pas hostées sur Azure en ligne, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des solutions Google, des solutions avec Microsoft, Salesforce, etc. 2500 pre-integrated. Donc, si on doit faire des intégrations, c'est rapide. OK. Je peux utiliser pour du on-prem, pour accéder en utilisant des applications on-prem. Ou sinon avec des custom applications en utilisant SAML ou How-to, un truc du genre. Donc, il est vraiment flexible. Donc, l'identité, elle est au cœur c'est le next step, c'est-à-dire c'est le next step. Une fois qu'on a réglé la base, next step, c'est l'identité. L'identité aussi, ce qu'on appelle le conditional access. Donc, il y a des conditions et des contrôles. Donc, je peux utiliser, par exemple, suivant l'utilisateur, le profil de l'utilisateur, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Cette option de conditional access, elle est très importante parce qu'elle va nous permettre de donner des accès à certaines personnes suivant certaines conditions. Par exemple, si l'utilisateur s'authentifie avec Google ID, je lui dis, si c'est un employé qui vient avec Google ID, je veux lui faire multi-factor authentication, c'est-à-dire authentification double. C'est-à-dire qu'il peut s'authentifier avec le téléphone ou un token ou un truc du genre. Je peux le forcer à faire un password reset. S'il vient dire, écoute, j'aime pas ton password, tu vas le changer. Ou je peux lui dire directement, bien sûr, à la base, c'est-à-dire allow block access, c'est-à-dire le laisser travailler, lui bloquer l'accès, donner des accès limités. Donc, cette conditional access, c'est un truc qui est fait qui existe dans Microsoft. Donc, vous n'allez pas avoir à le développer une fois que vous utilisez l'identité Active Directory. Bien sûr, après, je peux voir de quel type d'OS cet utilisateur est en train d'accéder. And again, machine learning policies, vous avez déjà défini, pour lui donner certains contrôles, que ce soit sur les Microsoft Cloud, Microsoft Applications et d'autres Cloud SaaS Apps, ou on-prem, c'est-à-dire que je reste toujours à la gestion de tout ce qui est cloud et on-prem. Bien sûr, il y a toujours de la configuration dessus, c'est pas super direct, facile, mais ça va, c'est-à-dire que c'est faisable. Mais le plus important, c'est cet aspect de conditional access, de donner la possibilité. Bon, ça, je l'avais rajouté à la demande de quelqu'un. Si je dois faire de l'authentification si je dois synchroniser avec le on-prem, si vous décidez d'assigner un Active Directory on-prem, il y a password hash, password through, federation, authentication, etc. Donc, je pense pas que c'est... Donc, en termes d'identité, est-ce que vous avez des questions sur l'identité? Allô? Ouais, c'est clair, normalement. C'est clair, très très bien. Très. Donc, voilà, donc step 2, step 3, c'est-à-dire un truc très très important de base, c'est-à-dire avant de rentrer dans les déploiements, et vous avez vu l'exemple, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je rentre, et ça c'est commun, c'est pour ça que j'appelais ça un peu la fondation. Ça c'est commun, quel que soit le service que je veux mettre en place, again, je reprends maintenant Ubuntu, ok. Toujours, première question, dans quelle souscription? Deuxième question, dans quelle ressource groupe? Troisième question, c'est le nom. Quel nom je dois lui donner? Donc, et c'est là l'objet de euh, ce chapitre-là que j'ai appelé Naming Convention et Tagging. Okay? Très important d'avoir une bonne Naming Convention stratégie. Okay? Elle nous permet de faire de l'automatisation.
Elle nous permet de revoir, faire des showback et chargeback pour les différentes entités. Et je vais vous dire un petit truc. C'est quand je revois, par exemple, je reviens à la souscription, ma souscription, j'ai envie de voir euh, combien j'ai consommé sur... non. Je me dis, par exemple, j'ai 3 ou 4 départements. Okay. Et j'ai envie de voir les départements sur cette souscription, qu'est-ce qu'ils sont en train de consommer. Okay. Ce que je peux voir, c'est route management group. Il y a la notion de tag. Okay. Donc, l'utilisation des tags sur un environnement avec, par exemple, lab, je peux voir qu'est-ce que j'ai consommé pour un truc spécifique. Donc, je ne sais pas comment j'ai sauté du tag vers le lab. Ah, voilà. Il me permet aussi de faire du showback, etc., par rapport au nom et comment j'ai structuré ma naming convention. Considération, je dois toujours être, quand je mets ma naming policy, okay, je dois voir que les contraintes de longueur du nom, etc. Je passe vers l'autre step, peut-être il va vous parler rapidement. Un exemple, c'est-à-dire si vous devez aller dans un mode entreprise ou même dans l'utilisation ou le développement de votre solution, très important d'avoir un naming convention. Donc, en général, on divise en 4 segments. Okay. Le premier segment, c'est la compagnie après le data center, où est-ce que vous êtes en train de mettre vos ressources. Donc, par exemple, moi, j'ai mis DZ pour Algérie. Et après, US East numéro 2, c'est-à-dire quand je crée une ressource, elle est toujours mise quelque part. Je repars toujours dans ma Ubuntu. Hein. Okay. Donc, je lui donne un nom. Je dois la mettre dans une région. Donc, j'ai mis East US où toutes ces régions-là, ils ont tous, par exemple, WU. Euh, Allô? Allô? Oui, donc il y a toujours l'aspect région. Donc où est-ce qu'on met, dans quelle région je mets mes serveurs. Donc je reviens ici et je retrouve, oui, il est très important de, voilà, c'est-à-dire compagnie ou département, du genre, avec la région. Et le deuxième segment, c'est 2 ou 3 caractères où on se dit, voilà, est-ce que c'est un environnement de production, un environnement de non-production. Le troisième segment, c'est le resource type. Est-ce que c'est une base de données? Est-ce que c'est une VM? Est-ce que c'est une app server, etc. Et le troisième point, c'est un séquencement. Séquencement, c'est-à-dire 001, 002, etc. Donc, voilà. Donc, si j'ai envie de créer une machine virtuelle, donc je me dis, voilà, des aides, c'est-à-dire si je me décide à mettre South Central US, donc je mets South Central US. Et après, est-ce que c'est une production? Oui, production server, donc je mets la lettre P. Est-ce que c'est une machine virtuelle Windows pour une Ubuntu, par exemple pour app, donc je mets VM app. Et après le chiffre 001 ou sur 2 chiffres. Voilà. Donc il est très important de nommer. Donc c'est très important d'avoir une bonne nomenclature. C'est facile pour vous si vous devez faire des scripts dans le futur ou vous voulez faire
chargeback pour voir combien certaines ressources vous coûtent. Donc, ça, c'est important. Bon, la région, c'est aussi très important, comme j'avais expliqué. Je reviens vers le naming convention. Ah oui, les tags. Les tags aussi, c'est très très simple. C'est-à-dire, il y a beaucoup beaucoup d'informations que je peux avoir sur le nom. C'est bien, c'est sympa. Mais il y a pas mal d'autres informations. Vous savez, on est limité par la longueur, donc on utilise un peu les tags. Si je reviens alors à la ressource, aussi une des choses, c'est-à-dire c'est de savoir euh, par rapport au compute, c'est-à-dire que j'ai choisi ma région, availability, on verra plus tard, quelle image je vais utiliser. Après, je reviens à la sélection de la size. Sur quel size je pourrais mettre ma VM. Ok, ça c'est une machine virtuelle que je suis en train de créer. Le choix des VM, il est groupé par famille, donc il y a General Purpose, je vois All Size. Il y a des serveurs qui sont optimisés pour le réseau, des serveurs qui sont optimisés pour la mémoire, des serveurs qui sont optimisés pour le compute lui-même, la memory optimized, etc. Donc, la liste, elle est longue. Donc, c'est pas un truc quand vous faites votre choix, il faudra passer par ça. Essentiellement, rappelez-vous des familles. Ok, donc memory optimized, high compute, high performance compute, bon, ça c'est lourd, etc. Donc, rappelez-vous des familles, c'est-à-dire dans est-ce que votre application a besoin de beaucoup ou c'est juste un general purpose. Donc, quand c'est general purpose, ce que vous faites, vous revenez vers le type A, B, etc. Et vous voyez quels sont les besoins de CPU, mémoire, disque associé, etc. Et à la fin, vous allez voir combien ça va vous coûter par mois. Donc, les machines virtuelles, si je fais un petit truc, ça va de 3 pounds par mois jusqu'à 64 000 dollars par mois. Donc, quand vous créez un lab, n'utilisez pas cette machine. Donc, voilà. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça qu'au départ, j'ai dit que la gestion de coûts, la visibilité sur les bills, etc., c'est important. Donc, on prend la moins chère pour le test. OK, select. OK. Administrateur, c'est-à-dire que je peux générer, que ce soit mettre un password. OK. Il faut savoir, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je crée une machine, okay, Microsoft me donne l'option d'ouvrir des endpoints, okay, pour l'accès à la gestion de ces machines. Et ça, c'est des endpoints qui sont publics. Donc, si j'ouvre par exemple le port SSH, cet SSH-là, il sera public, donc je pourrai allow public access to SSH sur cette machine. J'y vais un peu, donc on a tout ce qui est disque, tout ce qui est réseau, je vais détailler plus tard. Management, je revois juste les tags okay. Donc une fois que j'ai tout, donc je peux mettre tout ça sur je peux créer des tags pour ça, donc tag type, application, il y a pas mal de cost center par exemple, created time, tout ça c'est creator. Tout ça, c'est des tags que je peux utiliser. Environnement avec, par exemple, comme je peux avoir des customs, par exemple, classe. Okay. Donc après, je peux dire troisième année, par exemple. OK. OK. Et je mets sur toutes les ressources, blablabla, troisième année. Donc, je peux créer des tags comme ça. Review and create.
je pourrais gérer, faire des activités sur tout ce qui est billing et souscription. Si je reviens vers student, voilà. Est-ce que c'est clair, naming convention, tagging? Donc, un exemple de tag, c'est-à-dire dev, test, etc. Est-ce que du web, cache ou DB, par exemple, les différents départements, la personne qui est responsable. Donc, vous pouvez rajouter toutes ces informations, parce que vous ne pouvez pas tous les caler sur le nom, donc vous l'utilisez par rapport au tag. Donc, en termes, est-ce qu'il y a des questions? Ça va pour ce qui est naming convention et tagging? Il y a des questions, c'est ça? Oui, allez-y. كاين une question oui monsieur. Oui, oui, تفضل, oui, c'est quoi la question? شاد قال لك can you change the size of a virtual machine after setting it up? Yes, yes, we can. Oui. On peut changer la taille de la virtual machine. Oui. On peut le... Mais bon, il faut un redémarrage. Et il y a même la notion de scale up and scale down. Sur les VM, on peut créer des availability sets ici. Non, VM scale set qui va nous permettre de, par exemple, de prendre un pool avec un ensemble de VM. Et si une VM atteint sa limite, automatiquement, une deuxième se met en place, une troisième se met en place, une quatrième se met en place jusqu'à une certaine limite que vous avez 7. Donc, il y a cette option, oui, et aussi à prendre en considération lors de votre sizing. Mm-hmm. Et d'autres questions? Pour l'instant ما كاش. Très bien, très bien. Donc, on avance tout doucement. بعدين خليتها هكذا je l'ai pas validé. غنديروا النتورك والاخر on va la valider. Okay. Donc, toutes les ressources que vous allez créer sur Azure, vous finissez avec la région, le ressource groupe, le nom, les souscriptions. Troisième point, naming convention, les tags, etc. Immédiatement, vous serez appelé à faire une petite décision sur le réseau. Donc, networking. Donc, tout le concept de Azure, il est basé sur la Virtual Networks. Okay, donc, c'est un concept Virtual Networks qu'on donne à chaque tenant, okay, un ensemble de Virtual Networks qui pourra gérer lui-même, créer ses services within this Virtual Network. Okay. Donc, un Virtual Network, on peut avoir plusieurs, on peut avoir l'adressage qu'on veut. Bon, il faut qu'il soit privé. D'un adressage privé qui est dédié à vous, à votre environnement, à votre souscription et à votre tenant. Okay? Donc, vous pouvez l'utiliser pour attribuer des IP aux serveurs ou services quand c'est du interne, par exemple le VNet. Il y a aussi l'aspect de public IPs. Chaque ressource qu'on crée sur Azure, elle a l'option d'être consommée avec une IP publique pour pouvoir la accéder d'Internet. Okay. Et je vais vous montrer rapidement. Donc, il y a tout le concept de VNet à mettre en place. Donc, l'idée, c'est-à-dire une fois que vous commencez votre
projet ou vous avez une idée du projet que vous allez en train de faire, c'est de faire le design de votre networking. Donc, numéro un, c'est le VNet design, c'est-à-dire comment je vais faire, combien de VNet j'aurai besoin. Est-ce que je vais mettre un VNet par application, plusieurs VNet par application? Tout ça, c'est des petits trucs d'architecture dont s'il faudra voir si je suis dans le même VNet, donc je communique, si j'ai envie d'être entre les deux, est-ce que j'ai envie de faire des politiques de sécurité ou des règles de firewall ou d'autres types de sécurité pour contrôler le trafic. OK. Next point, c'est normalement, c'est comment on accède. Voilà, exactement. Donc, sur Azure, on crée notre virtual networking. OK. Donc, si par exemple j'ai une application 3 tiers, un virtual network pour le backend, un virtual network pour le middleware, un virtual network pour le front-end, ça peut se faire. Je peux avoir un seul virtual network et je mets les trois. Tout ça, c'est des décisions que vous allez prendre et je vous encourage à faire un peu de lecture sur l'architecture, revenir au modèle dont je vous ai parlé, les références architecture, quel type d'application vous allez en train de mettre en place et quelle est la meilleure approche pour la gestion du réseau. Mais c'est très important de savoir qu'une fois que j'ai des VNet, okay, et je peux accéder, je peux donner accès à mes serveurs ou à mes ressources dans Azure à travers Internet en utilisant des VPN. À travers Internet, en utilisant rien parce qu'ils déjà ils sont publiés. Mais si je veux connecter mes serveurs avec des on-prem, je peux utiliser des VPN pour faire une connexion on-prem to Azure. Et aussi, ça c'est du site-to-site, on appelle ça IPsec site-to-site VPN tunnel pour permettre de la connectivité entre on-prem et Azure. Et pour donner accès aux utilisateurs sur des point-to-site qui devront faire du travail sur mes virtual networks en utilisant un point-to-site VPN, donc le client qu'on télécharge et qu'on met en place. Et ExpressRoute, c'est un autre système, c'est-à-dire qui permet d'utiliser un lien direct entre Azure et les prémices du client. Quand il passe par le provider réseau du pays, par exemple, si on a un utilisateur en Angleterre, la connexion entre Azure et le client doit passer par un opérateur qui va s'occuper de la mise en place du circuit de l'express route entre les deux entités. Et là, vous allez finir par avoir un lien complètement dédié entre vos ressources et Azure. Est-ce que ce modèle risque de s'appliquer? Oui, vous risquez d'être en face de cette prise de décision. Est-ce que je mets le client sur du site-to-site ou sur du express route? Tout dépend du pays. Est-ce que express route elle est supportée? Est-ce qu'elle est mise en place? Est-ce que je peux la mettre en place ou pas? Mais sinon, il faudra toujours revoir les docs de Microsoft, où est-ce qu'on en est par rapport au pays, par rapport comment ils s'appellent, les opérateurs, etc. Donc c'est un truc continu. Ça prend du temps pour mettre en place. C'est toute une procédure. Et généralement, comme c'est des trucs importants, vous pouvez toujours avoir le support de Microsoft pour mettre en place ce genre de plateforme. Par contre, du site-to-site VPN, ça c'est un peu plus rapide, c'est juste des gateways à mettre en place, une sur Azure, une sur
client ou l'université ou whatever. Et après, vous pouvez l'utiliser, connecter les deux systèmes, les deux services. Donc, vous pouvez garder vos systèmes qui sont sur Azure interne et passer à travers les tunnels sécurisés. Ça, c'est un autre concept. On peut utiliser Azure Virtual One, c'est-à-dire que je peux connecter tout ça sur un service qui s'appelle Azure Virtual One et je peux communiquer entre les différents systèmes on-prem, les remote users, c'est-à-dire tout le monde atterrit dans le même one, mais ça reste quand même une architecture assez complexe à mettre en place. Est-ce qu'on a des questions par rapport à networking? ما كاش. Donc, si je reviens là, la première des choses, les lazim créer, par exemple, bon, ce qui est bien, c'est qu'avec Azure, quand vous créez une machine virtuelle ou n'importe quel service, même si ce n'est pas créé, il vous donne toujours l'option de le faire, sauf si c'est des services assez compliqués, de le faire en étant par exemple, j'ai besoin d'une machine virtuelle. Dans la configuration de la machine virtuelle, il a définitivement besoin d'un virtual network, donc il faut que je lui donne un virtual network. Donc, par défaut, lui, il a mis un par défaut. En parenthèse new, ça veut dire qu'il va être créé. Le virtual network qui va être créé. Donc, je peux créer un nouveau. Et voilà, il me fait passer, OK, j'ai envie de créer un nouveau virtual network, subnet, il m'a proposé un petit range de subnet. Je peux le changer, comme je peux le laisser comme il est. Mais il a mis, et je lui donne un nom, par exemple, ESI démo VNet. Je n'aime pas les espaces. Donc ESI démo VNet. Okay, donc là, après, il va me mettre. Ça, je suis en train de me créer un virtual network. Je pourrais voir plus tard. Je vais vous montrer quelques petites astuces dessus. Donc, je le crée. Il a son subnet. Donc, il faut faire au départ, ça dépend. C'est-à-dire si vous allez sur juste une appli ou un petit projet, ou si vous allez vers un truc plus évolué, un niveau entreprise, où il faudra avoir toute l'entreprise, tous les services, c'est-à-dire un bon plan d'adressage qu'il faudra refléter ici. Par exemple, vous faites votre plan d'adressage, vous dites, voilà, j'utilise, bon, c'est clair qu'il faudra utiliser, qu'ils mettent ici quel type de... Ouais, bah, c'est du 10.0/X, c'est du 127 sur 72 ou du 192, etc., etc. Donc, les trucs, les private ranges. Okay? Et après, il me donne aussi l'option sur Virtual le VNet, il est là. Est-ce que je dois assigner une IP publique à cette virtuelle machine? Okay? Donc, je peux la créer sans IP publique. Si je reviens ici, si je reviens là, et j'ai besoin que cette machine soit accessible par des gens de mon réseau, et j'ai un VPN, okay, entre mon entreprise, par exemple, c'est l'université, le SI et Azure. Vous créez un tunnel VPN. Donc, quand vous publiez vos serveurs en interne, c'est pas vraiment la peine de mettre des IP publics. OK? Donc, on peut mettre des IP privés. Et il y a d'autres options pour pouvoir publier ces services. Donc, je vous expliquerai plus tard. OK? Donc, je rentre sur un mode où je suis plus en privé que public. Donc, bon, je peux utiliser une privée, mais bon, public. Ça va me donner l'option, c'est-à-dire que je pourrais accéder à ma machine virtuelle avec l'adresse IP publique qui va finir par créer. Network Security Group, ça c'est un petit firewall qui fait access control, ce qui me permet de revoir les trafics, c'est-à-dire quel trafic en inbound je permets et quel trafic en outbound je permets, mais c'est juste IP port, very basic firewalling. Okay.
Après aussi, quel type de service I will allow for the public. Okay? C'est-à-dire que si quelqu'un utilise cette IP publique, est-ce que je peux me connecter sur cette machine virtuelle une fois que j'ai fini le travail? Accelerate Networking, déjà, elle n'est même pas disponible parce que on a pris la machine la moins chère. Donc, il y a des services. Ça, c'est aussi, comme je vous ai dit au départ, c'est-à-dire de connaître un peu la plateforme, connaître ce genre de trucs, parce que le choix des ressources euh, peut vous limiter dans le temps. Celui qui a posé la question, est-ce que je peux faire du scale-up une fois que la machine a été créée? Good question. Parfois, je ne peux pas changer de chip. C'est-à-dire qu'il faudra faire du backup and install. J'ai oublié les scénarios, mais par exemple, si j'ai une machine à 3 dollars, je ne peux pas la faire passer directement sur du HPC, par exemple. Pas next, next, next. Voilà. Donc, en termes management, bon, je laisse ça rapidement. Comme si j'ouvre une autre fenêtre, comme ça, on suit le même profil pour vous donner ça veut dire qu'il y a une suite logique. Donc, quand vous créez un service, il y a toujours cette suite logique qu'il faudra bien canaliser. Si je reviens vers ma présentation, ok. On a dit qu'il n'y a pas de questions pour le network. Hein? On est bien. Okay. Donc, on revient sur les trucs très importants. Mhm. Ok, sympathique. Sympathique. Alors, en termes de sécurité, très important de déjà connaître nos applications. Okay? Quelles sont les applications que j'ai ou que je vais mettre en place? Okay? Microsoft. Okay? Après, par rapport à ça, je build on Microsoft Security Services. Donc, Microsoft m'offre une panoplie de services qui me permettent à faire de la sécurité, y compris l'identité, l'authentification, l'autorisation, la possibilité de crypter mes données, la possibilité de faire du key management, la possibilité de faire la physical security, par exemple, avec ce qu'on appelle hardware security modules, qui sont déjà sur Microsoft. Il y a pas mal d'outils par rapport aux policies, etc. Incident response, self-management, application securities. Donc, d'abord, connaître vos applications, quels sont les services d'Azure que vous allez utiliser. Numéro 2, quels sont les services que Azure me utilise ou Azure a qui vont me permettre de sécuriser ma plateforme. Par exemple, un des plus simples scénarios, ben, on revient rapidement à notre VM. Là. Quand j'ai mes basiques, okay, j'avais choisi username password. Okay. J'aurais pu choisir SSH key. Okay. Là, je suis en train de générer une clé. Ok, donc je peux mettre generate a new pair of keys or existing, etc. Où est-ce que je vais mettre cette clé? Ok, c'est-à-dire que je dis, ok, j'ai bien envie d'utiliser les clés, j'ai pas envie d'utiliser les username, password, etc. Donc c'est ça la question que vous allez vous poser. Je me pose la question, je vais utiliser ce service. Qu'est-ce que Microsoft m'offre pour pouvoir utiliser, sécuriser ce service? Par exemple, tout simplement pour la gestion des clés, on a ce qu'on appelle Azure Key Vault.
OK. Ou je peux utiliser des clés. OK, je peux les mettre ici. Après, je peux les appeler d'ici. Je peux utiliser des secrets, des certificats, etc., etc. Donc, je peux tout mettre ici et les sécuriser. Donc, Microsoft déjà offre des systèmes du type qui peuvent m'aider à la sécurité des services que j'ai, y compris, par exemple, pour le network, l'utilisation des NSG, etc. Donc, une fois que j'ai ça, je fais ce qu'on appelle Azure Security To-Do List. Okay, donc, après, je me dis, OK, non, c'est bon, je connais mes systèmes, je sais ce que Microsoft me donne. Voilà, maintenant, c'est le moment de les mettre en place. Donc, pour la connectivité, je vais utiliser 1, 2, 3. Pour l'automation, je vais utiliser 1, 2, 3. Pour le guidance, je vais utiliser 1, 2, 3. Data protection, tout ce qui est encryption, je vais utiliser 1, 2, 3, etc. Il y a un key tool qui s'appelle Azure Security Center. Bon, il y a la version gratuite et la version payante. Je vais utiliser un truc juste rapide. Donc, Azure Security Center, okay, par défaut, c'est-à-dire même si on part avec la version gratuite, j'ai aucune idée combien ça coûte dans le truc. Mais je sais que ça, parfois, ça reste cher. Donc, allez, quand même. Ouais. Donc, il rajoute un petit prix sur toutes les ressources qu'on utilise et il va me permettre de voir les threats. Okay? C'est-à-dire que pour chaque système, il me dit voilà, c'est la version gratuite. Pour chaque système que j'ai, chaque ressource, il va me dire ok, cette ressource, tu as deux high risk problems. Okay? Donc, tu as deux choses qui sont high risk. Qu'est-ce que c'est? All network ports should be restricted with NSGs. Okay? Donc, il me dit déjà qu'est-ce que je dois faire, c'est-à-dire c'est quoi le problème. Il a détecté que pam pam pam. Alors je lui dis bon, je vais faire taken action et il va m'emmener suivant où est-ce que je dois faire les changements. Donc il m'a emmené directement vers le ADDS networking. Il me dit écoute, voilà, ici commence à régler un peu ton NSG, mettre tes règles. Okay. Donc Azure Security Center, very very important. Déjà, il permet d'avoir un healthy, bon, pas beaucoup de ressources, sur les monitors, donc prendre celui-là. Qu'est-ce qu'on a sur celui-là? Bon, généralement, ça c'est une petite souscription de lab, mais dans le monde réel, vous allez trouver des ah oui, Endpoint Protection Not Installed, voilà. Donc cette machine n'a pas d'antivirus. Donc voilà. Donc il te dit tout l'état de. Après, on peut gérer par rapport à network compute plus en détail, c'est-à-dire resources hygiene. Ici, par exemple, c'est il peut te donner des quick fix. On va voir si les trucs un peu plus. Your machine should be restart. Celle-là, une machine qui a besoin d'un système update, mais j'ai pas redémarré, donc c'est un petit medium là, et qui nous dit, voilà, il faudra redémarrer quand il faudra. Donc, s'il y a un truc à retenir sur celui-là, c'est bien Azure Security Center. C'est très, très, très important. Quelles que soient les ressources, assurez-vous que vous avez Azure Security Center déjà mis en place et installé. Voilà. Donc, regardez-vous les services que vous allez utiliser. Qu'est-ce que Microsoft offre pour sécuriser ses services? Créez vos stratégies, mettre en place, et vous pouvez voir tout ça sur Azure Security Center. Donc, again, c'est-à-dire qu'est-ce que Microsoft ouvre? Panoplie de choses. Airbag, Conditional Access, Defender, Privilege Management. La liste, elle est longue. Ça, c'est des petits slides qu'on met pour dire qu'on en a beaucoup. Mais en réalité, il y en a bien plus.
En termes Azure Network Security Layers, donc il y a toujours aussi par rapport aux sécurités des réseaux, une fois que vous avez fait un déploiement, toujours regarder le Virtual Networks Isolation s'il y en a. Est-ce que il est très important de mettre en place les NSG. Donc ça va comme ça, de DDoS, de tout ce qui est cloud et tout ce qui est Internet et local. Donc le plus vous allez vers le local, vous avez des NVA, ce qu'on appelle Network Virtual Appliance, c'est des Network Virtual Appliance qui vous permettent de faire de la sécurité du on-prem vers le local, avec et aussi vers le public, vous pouvez utiliser les services Azure, etc. Voilà. Donc, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais est-ce que jusqu'à présent, c'est clair? Déjà, rappelez-vous de cette idée et rappelez-vous de Azure Security Center. Il va nous donner tout ce qui est sur Azure, lui, il va tout vous donner. Il va vous donner ce qui tourne pas rond, qu'est-ce qu'il faut régler. Donc, c'est un travail continu à mettre en place, etc. Sur les cloud services, app services, app services et quoi. OK. Je suis en train de voir s'il y a des questions. C'est clair. Très bien, très bien, très bien. Voilà. Donc, troisième point, c'est-à-dire le next point, c'est backup and recovery. Donc, rapidement, il faut toujours avoir en tête une stratégie de backup quand vous faites, votre plan d'architecture ou votre plan sur Azure. Donc, pour le backup, on a ce qu'on appelle du Azure Backup, tout simple. Okay, donc, on peut utiliser Azure Backup. On a des systèmes third party qui vont aussi nous permettre de faire du backup. Et aussi, on a ce qu'on appelle ASR qui va nous permettre de faire du disaster recovery, de la géoredundancy on the top. Mais ça, c'est des outils. Sachant que, par exemple, les services Azure ont déjà la capacité d'utiliser des systèmes du type. Par défaut, non des systèmes, d'utiliser des fonctionnalités typiques, par exemple pour assurer la redondance dans les data centers de Microsoft ou entre différentes régions, etc. Donc, et qui sont, par exemple, quand on prend une premium VM avec un premium disque avec la geo-redundancy, elle est déjà payée au moment du choix de la ressource. Anyway. Donc, le deuxième point, c'était le backup and recovery. Troisième point, c'est Azure Monitor, c'est-à-dire s'assurer que tout ce que vous allez mettre en place est monitoré avec Azure Monitor. Si vous utilisez des applications, utilisez App Insight et il va vous donner toutes les informations possibles et nécessaires sur un dashboard très très clair avec une analytics, de la prédictive, etc., etc. Donc voilà. J'ai quelques slides aussi, j'étais un peu optimistique, mais je pense que c'est bon, on en arrête là. Parce que les slides que j'ai sont par rapport au DevOps, mais ça m'étonne qu'on puisse un good time sur le DevOps en 10 minutes. Donc, si vous avez des questions, moi, les présentations, je me dis, alhamdoulilah, ça va, c'est-à-dire qu'on a bien couvert toutes les bases. Ce qui reste à revoir, c'est un peu DevOps, mais si vous voulez qu'on fasse un truc, j'avais même préparé, idéalement, je voulais faire un lab avec tout le monde, il y a des trucs, j'avais préparé un truc DevOps où il y a le board. Bon, ça, c'est rapidement, peut-être, c'est intéressant. Ça, c'est Azure DevOps. Okay, donc, il faudra se loguer à Azure DevOps. Vous connaissez le portail, portail.azure.com. Azure DevOps, c'est dev.azure.com.
Donc, Azure DevOps, il me permet d'avoir tout ce qui est board, c'est-à-dire la gestion du projet, création des épiques, des tasks. How can we learn more? Where can we find learning resources? Abdurrahman, I'm going to give you, inshallah, one document full of the things where you can learn more. Okay. Is your question, do you want to learn more par rapport Azure DevOps ou par rapport à la base, c'est quoi les areas that you want to focus on? Et 2 secondes, c'est-à-dire avant de répondre à cette question, laisse-moi faire dérouler rapidement les Azure DevOps, ok? Donc, vous allez sur dev.azure.com, ok? Donc, il y a les boards, donc je peux voir tout ce qui est My Working Items, les épiques, les tâches, les... comment on appelle ça? Ça, c'est les tâches. Je peux gérer tout ce qui est... Donc, je peux mettre tous mes tâches, assigner les tâches à tout le monde. Donc, si par exemple, on travaille à 10 ou à 15, on peut toujours s'assigner des tâches et faire le suivi qui a fait quoi. S'il faudra éclater des tâches en subtasks, on peut toujours le faire, etc., etc. On peut voir ça dans un board. OK. On peut voir ça sur comme backlog. Donc, je peux avoir pour chaque, j'ai 2 équipes. Donc, dans cet exemple, normalement, on aurait eu équipe 1 et équipe 2. Donc, équipe 1, c'est quoi le backlog, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Et équipe 2, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Donc, l'équipe 1, il y a les sprints. Dans le sprint 2, par exemple, ils ont rien à faire. Donc, voilà. C'est-à-dire, il y a des trucs qui doivent... qu'est-ce qu'on doit leur mettre dans du projet pour qu'ils puissent travailler? La définition des sprints, donc... ouais, pour Team 1 ou pour toute l'équipe. Okay? Ouais, voilà. Donc, l'idée, c'est de mettre en place, c'est-à-dire un board avec plein d'activités, toutes les activités assignées à chacun. Et après, vous prenez l'activité d'ici et vous l'exécutez. Donc, voilà. Donc, tout ce qui est repo, donc on peut connecter toujours les repos, c'est des repos Git. Donc, j'ai un repo avec une appli. Cette appli que j'avais clonée, c'est bon, elle est bien. J'ai fait un commit tout à l'heure pour le test. Donc, je fais une petite config, etc. Donc, je push mon commit. Et ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois que je fais un changement sur mon code, automatiquement une pipeline de build, c'est-à-dire un build se fait sur la branche master. Et non, le truc là, sur la branche master, c'est-à-dire je récupère le dernier master, je fais le build et il est mis quelque part pour être réutilisé après avec la pipeline de déploiement, avec la pipeline de release. Et la pipeline de release me permet de faire un déploiement dans le cloud. Donc, si par exemple, il s'agit du code PHP que je voulais déployer sur le cloud, sur Azure. OK. Donc, celui-là, il me permet c'est-à-dire qu'il permet de me connecter sur Azure, créer un groupe, créer mes ressources groupes, etc. Et après, le déploiement de la web app en utilisant cette instance. Donc, ça, il y a trop de choses à take you through. OK. Donc, l'idée, c'est que vous familiarisez, c'est la next step, quoi. Après, on va essayer de voir avec les organisateurs si on peut faire un truc spécifique pour DevOps, parce que lui, déjà, c'est une... et vous pouvez l'utiliser pour tous vos projets de développement. Donc, ça, on l'a vu pour les déploiements dans Azure, mais vous pouvez l'utiliser pour vos projets. OK. Donc, merci. Moi, j'arrête la présentation ici. Ça m'a fait vraiment plaisir.
وعاشوراء مباركة إن شاء الله كان راني صايم دونك سافا. ميرسي à vous monsieur يعطيك الصحة. الله يسلمك. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que أمور bien? Je vous en prie. قاعد ما قولوا لي ميرسي يعطيكم الصحة. Je vous en prie. La moindre des choses. كان الياس. راني هنا وي. Ça va. Ça va très bien. يعطيك الصحة. لا بريزونطاسيون هايلة. الله يسلمك يعطيك الصحة. ممتعة كانت هايلة البارح. Ok, donc merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions, moi je raccroche. Ou à apparemment bientôt, ما كاش Inch'Allah. سي بون. très D'accord. bientôt الله monsieur يعطيك الصحة. Inch'Allah يعطيك الصحة. الله يحفظك. شكرا. باي باي. على خير صحة. باي باي. صح. Merci à vous tous. En principe, celui inscrit à la deuxième formation sera à 14 heures. Sinon, راح يكون en live مع Monsieur Bouida à 21 heures pour ceux qui intéressés. Merci à vous tous. إن شاء الله تكونوا استفدتوا.